Je voudrais contribuer à répondre à cette question, Madame Sophie Boisseau du Rocher, cette question de savoir ce qu'on peut faire. On a écouté les intervenants, on comprend beaucoup mieux la situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, il faut d'abord prendre conscience. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience des enjeux de ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Mme Boisseau du Rocher, vous parlez de cette concurrence des systèmes politiques. Eh bien, on voit en Asie du Sud-Est cette concurrence des systèmes politiques, de deux systèmes politiques opposés. Et de cette concurrence de systèmes politiques va dépendre la domination du monde. Quand un système politique prévaudra dans une grande partie du monde, eh bien, c'est le pays qui est à la tête d'un tel système politique qui dominera le monde. En un mot, on va passer de la Pax Americana à la Pax Sinica. On s'achemine directement dans ce sens. Monsieur Emmanuel Véron, vous avez bien souligné, expliqué la pénétration de la Chine au Cambodge. La Chine est le plus gros créancier du Cambodge, en même temps que le plus gros investisseur, bien entendu. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La Chine n'a pas fait qu'investir au Cambodge, elle a investi le Cambodge. Et cette pénétration de la Chine, elle est irréversible. Elle sera de plus en plus profonde, avec des conséquences de plus en plus graves, et c'est irréversible. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin du Cambodge pour en faire son premier bastion militaire dans ce collier de perles, cette chaîne de bases chinoises le long de la route de la soie. Eh bien, le Cambodge représente un atout très important pour la Chine. C'est pour réussir sa domination, sa tentative de domination du monde, la Chine a investi le Cambodge et elle ne va pas relâcher le Cambodge. Pour Hun Sen, les relations avec la Chine, ce n'est pas seulement géostratégique ou géopolitique, ce sont des relations existentielles. Hun Sen, le régime de Hun Sen ne peut survivre qu'en adaptant le modèle chinois, le modèle de société, le modèle de gouvernement. Donc c'est un choix beaucoup plus fondamental. Je pense que l'Occident n'a pas compris. L'Occident se fait des illusions en pensant qu'il peut détacher le Cambodge de l'orbite chinoise. Mais si ces relations deviennent existentielles, aucune aide financière, aucun engagement politique ne pourra changer la donne. Donc, pour le Cambodge, la Chine est vitale. Les relations de vassal, c'est vital pour le Cambodge, pour la survie, pas pour le Cambodge, pour la survie du régime Hun Sen. Pour la Chine, le Cambodge a besoin d'une continuité, parce que l'option de Hun Sen de s'allier avec la Chine est très contestable. Elle sera contestée. Donc la Chine a besoin d'une stabilité politique, a besoin d'un Hun Sen fort qui ne survit qu'avec l'aide de la Chine. L'aide de la Chine est vitale. Donc la Chine continue de dispenser une aide vitale au Cambodge et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on le pense parce que
il y a des relations très étroites entre le crime organisé, le crime, la mafia. La mafia chinoise, et la mafia n'est pas indépendante du système chinois. La mafia, le crime organisé, est un pilier d'un régime comme celui de Hun Sen. C'est un peu comme la Corée du Nord. La Corée du Nord survit grâce à une mafia, à des activités de terrorisme d'État, de trafic en tout genre. Eh bien, Hun Sen survit avec l'aide chinoise, l'aide directe ou l'aide indirecte à travers la mafia chinoise. Et ça rapporte beaucoup, parce que la mafia chinoise et même la mafia internationale, Hun Sen ouvre ses portes, donne des facilités à la mafia, parce que pour blanchir l'argent, la mafia qui récolte ses revenus de multiples sources, on en a énuméré un certain nombre, mais le chantage, l'extorsion de fonds, ça rapporte beaucoup d'argent. En ligne, ça s'est fait en ligne, mais on peut communiquer, on peut torturer, on peut faire entendre les cris de douleur à la personne de l'autre côté pour qu'elle paie. Sinon, ses parents vont souffrir. Dans ces cités contrôlées par la Chine, au Cambodge, nous avons des gens qui sont passés pour voir, eh bien, c'est taché de sang. Les immeubles sont tachés de sang, c'est des salles de torture. Donc, la mafia récolte beaucoup d'argent, elle a besoin de blanchir. Pour blanchir l'argent, elle a besoin d'un État légitime qui peut blanchir facilement. Et Hun Sen a donc besoin de la Chine, et la Chine a besoin qu'un système comme Hun Sen dure, parce qu'un nouveau régime, et surtout un régime à caractère plus démocratique, va remettre en cause l'option chinoise, l'option de s'allier à la Chine, qui est très dangereuse, qui amènera de très lourdes conséquences. Donc maintenant, qu'est-ce que l'Occident peut faire? L'Occident doit se rendre compte que l'option de Hun Sen, ou le régime de Hun Sen lui-même, représente un danger dans cette concurrence des systèmes politiques qui va déterminer le contrôle du monde. C'est très important. Si on compare le Cambodge à une tentacule de la pieuvre chinoise, il est plus facile de couper une tentacule que de s'attaquer à la pieuvre elle-même. C'est couper une tentacule, vous pouvez le faire, mais à condition que vous vous rendiez compte des enjeux, vous vous rendez compte, il y a une prise de conscience, c'est une bataille globale, c'est une bataille de civilisation même, je dirais, de la survie de nos valeurs. C'est comme ça qu'il faut voir. Et Hun Sen se fait l'instrument d'un pays qui est aux antipodes de nos valeurs et qui sape les bases de notre civilisation. Et ça me fait peur quand on voit les progrès de l'intelligence artificielle. J'ai bien peur que l'intelligence artificielle va servir les autocraties, des moyens de contrôle et de répression de plus en plus sophistiqués. On peut lire dans votre esprit. Donc, pour un régime de type chinois, c'est idéal de contrôler la population comme ça. Et Hun Sen est très admiratif que la Chine met en place ce système de contrôle et de répression de la population de plus en plus sophistiqué. Donc, Hun Sen dépend entièrement de la Chine à long terme pour la survie de son régime, et la Chine a besoin de la survie du régime de Hun Sen après Hun Sen. Les enfants de Hun Sen, et Hun Sen a dit, les petits-enfants de Hun Sen vont maintenir cette option pro-chinoise qui est un vrai danger, pas seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais pour l'ensemble du monde. Donc il est temps que l'Occident s'en rende compte. Et sur le plan pratique, il ne faut pas donner la légitimité à Hun Sen. Hun Sen a tout
sauf le soutien populaire et la légitimité populaire. Donc si l'Occident ferme les yeux, que Hun Sen manipule les élections, qu'il sorte les résultats qu'il veut, c'est vous donner la légitimité à Hun Sen. Et un régime légitime va servir la mafia, va blanchir l'argent, va coopérer, aider la Chine, renforcer la Chine dans sa politique d'expansion mondiale. Voilà. Merci. Madame, vous voulez peut-être interagir parce que moi j'entends bien l'alerte et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sam Rainsy. Malheureusement, il n'y a que toi. Oui, mais enfin, on se bat. Ensemble, on a gagné les sanctions sur le tout sauf les armes. Alors tout le monde disait que c'était perdu. Mais je veux dire, dans le Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, il n'y a pas de voix qui montre qu'il y a une prise de conscience. Non. Et même à l'Élysée. Et la petite histoire, quand Hun Sen, après avoir rendu visite et reçu tapis rouge par les dirigeants occidentaux comme Macron, le 13 décembre dernier, était reçu à l'Élysée. Eh bien, quand Hun Sen est rentré au Cambodge, il a dit « Macron et moi, nous avons décidé de devenir des frères. Nous sommes des frères. » Macron m'a conseillé, m'a dit « Vous devez rester au pouvoir encore 3 ou 4 ans, parce que je vous vois très en forme, le Cambodge a besoin de vous. » Que Macron ait dit ça, c'est terrible. Et au lendemain de sa visite à l'Élysée, Hun Sen a fait 3 choses. Qui a fini par tuer la démocratie, tout espoir de démocratie. Premièrement, il a fait arrêter un vice-président du parti de la bougie. Donc, ça veut dire qu'il va s'attaquer à ce seul parti d'opposition. Après, il a fait condamner Saint Thierry, quelqu'un de la société civile, très brillante, et même la nationalité américaine. Elle est toujours en prison maintenant. Et troisièmement, il a fait fermer la voie de la démocratie, le seul média encore indépendant. On dirait que Macron a encouragé Hun Sen, d'après ce que Hun Sen a rapporté de sa rencontre avec Macron. On dirait que cette rencontre a servi à Hun Sen de légitimer les 3 actes terribles qu'il a commis pour tuer la démocratie au Cambodge. Donc, il est temps que l'Occident prenne conscience et ne se comporte pas d'une façon si puérile avec Hun Sen. Mais alors là, j'aimerais intervenir. Parce que certes, que l'Occident ne prenne conscience, je pense que l'Occident prend conscience et qu'il est dans une espèce d'inquiétude, voire de panique. C'est pas ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire que vraiment, comment est-ce qu'on peut aider le Cambodge à desserrer l'étau chinois ou essayer de donner un espace d'air salutaire à la jeunesse, par exemple? Il faut passer par des élections. C'est là le point faible de Hun Sen. Et là, c'est la demande la plus légitime qu'il puisse avoir, demande du peuple cambodgien et demande de la communauté internationale. C'est respecter les accords de Paris qui parlent d'élections authentiques, donc libres, équitables, de vraies élections. Et le contraire de authentique, c'est de fausses élections. Eh bien, au Cambodge, il y a de fausses élections. Donc, il faut que l'Occident condamne ces élections, déclare que ces élections ne sont pas légitimes et que tout régime issu de telles élections n'est pas légitime non plus. Enlever la légitimité au régime de Hun Sen, c'est déjà un premier pas, un pas naturel pour affaiblir ce régime. Mais si vous continuez à reconnaître Hun Sen comme un premier ministre légal avec un régime légitime, eh bien vous entretenez la situation actuelle. Donc c'est tout à fait naturel qu'au vu des constatations, des opinions exprimées par tous les observateurs internationaux, il faut dire une élection sans opposition n'est pas une élection.
Quand Hun Sen a dissous le parti du salut national, il a dissous, donc empêché ce parti de prendre part aux élections suivantes. Non seulement il a dissous ce parti, mais il s'est emparé de toutes les positions électives que le parti a obtenues par suffrage universel et il les a redistribuées à ses partisans. Mais c'est la négation du suffrage universel. Et l'Occident qui garantit la démocratie au Cambodge n'a pas réagi tellement. Mais maintenant, c'est la goutte qui doit faire déborder le vase. Quand Hun Sen décide déclare que le parti de la bougie, qui remplace en quelque sorte le parti du salut national, n'a pas le droit de présenter aux élections sous un prétexte futile, grotesque, kafkaïen. Hun Sen dit non, le parti de la bougie ne se présentera pas aux élections. Conséquence, dans 2 mois, le parti de Hun Sen va remporter 100% des sièges à l'Assemblée nationale. C'est le maintien et la confirmation du retour à un système de parti unique. Mais jusqu'à quand vous allez traiter avec Hun Sen comme si de rien n'était? En anglais, on dit business as usual. Avec de telles perversions de la démocratie et surtout une violation du désir du peuple cambodgien qui ne demande qu'à s'exprimer. Eh bien, il n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'y a pas d'élection. Il veut voter pour un changement qui pourrait incarner par l'opposition, mais non, l'opposition a été éliminée avant même le jour du vote. Mais c'est intolérable. Il faudrait une réaction beaucoup plus forte que ça. Je voulais dire une chose. Ça fait longtemps que je me préoccupe de la question de l'influence chinoise et de l'influence russe. À une époque où on me traitait de va-t-en-guerre, que je n'avais pas compris, qu'il fallait discuter avec ces pays. J'ai noté une chose ces dernières années. Il y a 4 ans, 5 ans, on me disait tu es fou de parler avec les pays d'Europe de l'Est, ils sont anti-russes, et par ailleurs, ils ont passé le format 17, 16+1, 17+1 avec la Chine. J'ai passé beaucoup de temps dans un tout petit pays qui s'appelle la Lituanie, où j'ai, disons, de bonnes relations avec les dirigeants et en tous les cas me demandent avis de temps en temps. Et je leur ai montré le parallèle du fonctionnement de l'ancien régime soviétique et du régime post-soviétique construit par Poutine avec celui du régime chinois. Il y a eu cette audace d'ouvrir une représentation, non pas de Taipei, mais de Taïwan officiellement, et c'est le premier pays qui est sorti. Aujourd'hui, si on fait le calcul, ils ne sont plus 17, ils ne sont plus que 13, puisque Prague, pour avoir passé beaucoup de temps d'ailleurs aussi avec les responsables tchèques, ont pris conscience de ça. Je crois que dans l'Europe, parce que l'Europe peut avoir un rôle central, les États-Unis seront là d'une certaine manière en soutien, et il faut reconnaître que quand Joe Biden est allé au sommet ASEAN, il a quand même dit des choses qu'on aurait aimé entendre de la part du président français à destination de Hun Sen et sur sa manière de gérer le pays. Mais en tous les cas, je suis persuadé que, y compris l'erreur, à mon sens, qu'a constitué le voyage, en tous les cas la teneur du voyage d'Emmanuel Macron en Chine, a provoqué, et je le vois parce que je passe de pays en pays en Europe, un sentiment qu'on ne peut plus attendre des vieilles démocraties de l'Europe occidentale, Allemagne, France, voire même dans lequel je mettrais Italie ou Espagne, une capacité de réaction, que le centre de gravité se déporte vers l'Est, que la question du politique, de la liberté de la nation est beaucoup plus fortement portée par ces pays. Bien sûr, il y a le cas emblématique de l'Ukraine, qui est en train de se constituer totalement comme nation face à la guerre d'agression de la Russie, mais je crois que ces pays-là sont essentiels pour demain peser sur ce que l'Europe osera faire ou pas faire. Parce que quand je disais au début de mon intervention, vous n'étiez pas là, mais je suis étonné de voir en gros un discours latent, mais plus que latent, puisque je fréquente beaucoup les instances européennes de la part de l'Union européenne, en disant il faut non pas découpler, mais dérisquer avec la Chine, et pour dérisquer, pour ça il nous faut d'autres centres de production.
l'ASEAN et ce qu'ils appellent les nouveaux dragons économiques, dont le Cambodge notamment, sont l'alternative. Si on arrive à expliquer quand même aux instances européennes que aujourd'hui le Cambodge, même la Thaïlande, le Vietnam ne sont pas des instruments autonomes, ne sont pas des alternatives à la Chine, mais sont demain pour la Chine des supplétifs à leur pouvoir, la bonne voie, si on veut créer dans la chaîne de production une alternative à ce que représente encore aujourd'hui la Chine dans la chaîne de valeur, ce n'est pas nécessairement, en tous les cas, vers ce type de pays, en tous les cas, pas vers les régimes qui sont en place actuellement et qui se sont mis en domination chinoise, qu'il faut se tourner. Et ça, c'est, je crois, un travail que j'étais à Vilnius pour un grand colloque sur l'avenir du monde et l'avenir de la démocratie. Je suis étonné parce que même avec les représentants polonais, on m'entend, on me comprend à présent. Je peux vous dire que ce n'était pas tout à fait le cas avant. Donc je crois que ce travail de réflexion et d'influence, et notamment à l'est de l'Europe, où la conscience est beaucoup plus vive, qu'on n'est pas simplement un grand marché unique, où finalement il est important d'importer, d'exporter et aussi, je dirais, de maintenir un marché ouvert aux quatre vents, qu'il y ait une autre façon de construire l'Europe et les États qui la composent avec une vraie réflexion géopolitique fondée sur la défense réelle des valeurs qui nous unissent autour de la liberté et de la démocratie. Je pense que c'est quelque chose, en tous les cas, je serai prochainement à Prague à nouveau, et nous aurons à nouveau cette discussion. Et j'ai été étonné, Prague, il y a 3 ans, il ne fallait pas parler de quitter l'accord 17+1 avec la Chine. Aujourd'hui, la décision a été prise par le nouveau président et avec sa majorité et avec le soutien des deux chambres. Donc ça va devenir effectif. D'une certaine manière, même l'Italie a renoncé très récemment à rentrer, un gouvernement que tout le monde fustige pour ses positionnements très à droite, mais néanmoins très atlantiste, a décidé de rompre l'accord qui était d'intégrer le partenariat. Il faut que, à mon sens, les États européens acceptent de comprendre leur propre dépendance aujourd'hui à la Chine et leur propre soumission à ça et la combattre pour pouvoir porter un message à l'extérieur et vis-à-vis de ces pays-là. Mais c'est mon analyse de politique que je partage et que j'essaye de diffuser. Une question, il pose une question. Peut-être c'est l'occasion de... Vous avez une question, monsieur? Je voulais intervenir un petit peu à propos de vous parlez de l'économie du Cambodge. Vous savez que, comme mon président vient de vous parler tout à l'heure, que l'investissement de Chinois au Cambodge, y compris l'acquisition sur les terrains. En plus, les Chinois ont amené des choses bizarres. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte, c'est l'histoire de Covid, pendant le Covid. Les femmes, les vaccins Covid. Et les Cambodgiens se servent pour un cobaye des vaccins chinois. Combien de Cambodgiens ont perçu tout ça? Et combien de fois que les Cambodgiens ont obtenu tous les vaccins? Et les Chinois ont profité, tout le monde, pour investir, pour bénéficier de ces richesses. Combien de cette année il a bénéficié des milliards de dollars parce qu'il a vendu tous les produits des vaccins. Voilà, c'est ça aussi. Et d'une part, le port, à Sihanoukville, oui. Et tout ça, les Chinois commençaient à investir au nom de notre, comment on appelle, les nantis khmer. Par exemple, de Sino, comme vous parlez, le diaspora sino-khmer, tout ça. Donc, il y a des choses les Chinois ont investi directement et indirectement dans le Cambodge, à façon de dire que mon patron vient de dire aussi,
mafia, des trucs de très sous table, de passer accompagné avec le famille Hun Sen et tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Si peut-être j'ai mal exprimé, mais excusez-moi parce que il me manque des éléments que vous devez parler aussi pour votre recherche. Oui, merci beaucoup. Non, effectivement, c'est des éléments supplémentaires par rapport à l'ensemble de la présentation là, que j'ai donnée. Il est clair, et je crois que vous avez raison de le rappeler, la période de pandémie, la Covid 2020, 21, 22, peut-être même jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à présent, la pandémie n'est pas complètement arrêtée. Enfin, le virus circule toujours, il y a une question d'immunité qui est juste plus élevée aujourd'hui et qui est différente. Probablement que cette période-là, on le voit, côté chinois, a induit deux choses. La fermeture de la Chine accélérée, c'est-à-dire une sorte de repli sur soi qui était déjà vrai auparavant, difficulté d'accès au territoire chinois depuis le début de la mandature Xi Jinping il y a 10 ans, des questions de visa, des questions de possibilité d'évoluer sur le territoire chinois avec différentes activités, y compris des activités économiques tout à fait banales, si je puis dire, avec un renforcement du contrôle. Donc, ce qui renvoie à l'image d'une fermeture de la Chine sur elle-même. La période Covid a considérablement accéléré cela, et quelque part, la pandémie, le Covid, le virus, etc., a été un atout, en tout cas un outil pour le régime, pour le Parti communiste chinois, d'opérer à ces choix-là de fermeture. Et l'autre tendance qui est vraie, qui est encore vraie aujourd'hui, c'est une offensive en dehors de ses frontières, diplomatique, le vecteur sanitaire à travers les vaccins, sous couvert d'une diplomatie sanitaire chinoise, des routes de la soie ou pas, peu importe les termes, mais en tout cas on voit bien les faire chercher, les intentions à demi cachées chinoises, qui a été vrai aussi. Et ça se traduit par, depuis le début de l'année 2023, l'offensive tous azimuts, en tout cas ce que j'appelle l'offensive tous azimuts chinoise diplomatique, en Asie, au Moyen-Orient, échec là en Europe et en Ukraine, parce que c'est loin de son environnement stratégique, c'est compliqué pour la Chine de comprendre et de maîtriser l'environnement ukrainien de la guerre en Ukraine, mais en direction de la Russie, c'est vrai, du continent africain, de l'Amérique latine. Et si on revient au Cambodge, dans ce que vous précisez, ce que vous décrivez, il est évident que, comme vous dites, servir de cobaye pour la recherche médicale, entre guillemets, chinoise dans le cadre de la pandémie de Covid, est malheureusement un des effets de cette survassalisation, de ce fait que la Chine a investi, non pas au Cambodge, mais a investi le Cambodge. La formulation est idoine. Merci, monsieur, est excellente. Ça montre bien les points de vulnérabilité très avancés de pays, d'États, de sociétés comme le Cambodge, qui sont entre les mains du régime chinois, entre les mains de la Chine. On peut même, alors on est filmé, mais on peut même le dire, restons détendus, on peut dire que le Cambodge fait l'objet d'un recrutement par la Chine. C'est le pays. Et le pays, en vous écoutant, je me suis dit, bon, le pays est recruté. Il y a d'autres pays voisins du Cambodge qui sont sur le même portage, si je puis dire. Et la question du recrutement des pays ne s'arrête pas, vu côté chinois, ne s'arrête pas à l'environnement que j'ai rapidement brossé du bon voisinage de l'Asie, etc. Il y a probablement des tentatives de recrutement d'États, dont celui-ci, voilà, dans une visite récente. Voilà, je ne m'étends pas sur le sujet. Mais c'est à dessein de recruter un État par la dissymétrie des relations, la symétrie, le deux poids, deux mesures, dans les affaires diplomatiques, commerciales et économiques, par les effets diaspora, par les standards, les normes et de plus en plus les technologies, neutraliser d'éventuelles forces adverses, vous recrutez un État, vous recrutez un pays. C'est pas neutre, ce que je suis en train de dire là. Et le Cambodge, a priori, me semble être sur cette dimension-là. Peut-être je vais te demander, Daniel Bassard, si tu veux dire un mot. J'aurais juste une petite question, une ouverture un petit peu. On parle beaucoup de la Chine.
Et bon, on a commencé notre propos en parlant un peu de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, qui est censée permettre de produire une opinion ou de laisser une opinion s'exprimer. Et si on prend l'exemple du Vietnam, voisin de la Chine et du Cambodge, qui lui-même fait l'objet de convoitises de la part de la Chine, la question des rapports avec la Chine au Vietnam est extrêmement clivante, pour des raisons historiques évidemment de conflits larvés multiséculaires. Et au sein même du Parti communiste vietnamien, même si la direction est délibérément pro-chinoise, il y a des courants hostiles à l'influence chinoise au sein du parti et surtout dans la population vietnamienne. Et ma question, c'est dans cette société civile cambodgienne et notamment cette jeunesse très structurée, très connectée, comment cette influence de la Chine est perçue? C'est une question à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses. Je crois qu'il faudrait continuer à réfléchir à la question que vous avez posée. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'on peut consacrer le reste de notre temps, c'est trop important pour qu'on tourne autour du pot. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le vaccin, on a parlé de vaccin contre le Covid tout à l'heure, le vaccin contre l'expansionnisme chinois, c'est la démocratie. Et ce vaccin protégera réellement dans un pays où il y a eu des élections, où il y a une jeunesse qui comprend, qui veut un changement, qui est déterminée à changer de régime. Hun Sen a perdu les élections, les seules élections organisées par les Nations Unies, les seules élections libres et démocratiques en 1993. Il a perdu. Donc les Cambodgiens savent que la preuve, Hun Sen a perdu les élections chaque fois, la seule fois qu'il y a eu une élection libre. Eh bien, l'Occident devrait soutenir la tenue d'élections et devrait soutenir la démocratie en général. Parce que la question de la démocratie et celle de la neutralité et de l'indépendance du Cambodge, ce sont deux questions qui sont intimement liées. Quand on parle de la démocratie tout seul au Cambodge, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Et puis, vous savez, le Cambodge bénéficie de ce que certaines personnes, en parlant de l'Algérie, bénéficient d'une rente mémorielle. Eh bien, la rente mémorielle du Cambodge, c'est les Khmers rouges. Donc, le peuple cambodgien a trop souffert, l'Occident n'a rien fait pour se racheter une bonne conscience, donc il faut laisser le Cambodge tranquille. Non. Ce n'est pas parce que le Cambodge a terriblement souffert sur les Khmers rouges qu'il faut laisser le peuple cambodgien continuer à souffrir sur le régime Hun Sen. Donc cette rente mémorielle, elle est très néfaste pour nous. Mais je reviens au fait que la démocratie, si on renforce la démocratie au Cambodge, on renforce l'indépendance du Cambodge et on réduit la présence chinoise. Parce que la majorité de la population cambodgienne, si elle peut s'exprimer, elle va remettre en cause ce choix de Hun Sen de s'allier avec la Chine, avec des conséquences terribles, pas seulement pour le Cambodge, mais pour la région. Donc, en un mot, je pense que soutenir le processus démocratique au Cambodge, c'est la meilleure stratégie pour faire reculer la Chine. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai fait partie des jeunes qui ont subi cette guerre, puisque j'étais encore enfant. Maman a subi pleinement et j'en ai écrit un livre. C'est très frustrant pour moi d'écouter tout ça et de voir qu'effectivement, pendant tout ce génocide, tout le monde a fermé les yeux parce que stratégiquement, on ne représentait pas un intérêt particulier. Et aujourd'hui, on continue à subir encore. Et M. Samriansi dit justement, comment pouvons-nous faire pour offrir aux jeunes Cambodgiens des vraies élections libres? Comment pouvons-nous faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire? J'ai une question à M. André Cattelin. Bonjour à tous. En tant que le Cambodgien représente les communautés khmer en Europe,
on a souvent posé une question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France révise les accords de paix de Paris? On a manifesté maintes fois pour réclamer que le Hun Sen a violé les accords de paix de Paris. Aujourd'hui, il passe la ligne rouge, c'est-à-dire quand il n'est pas enregistré les partis Kandala est parti pour les élections législatives du 23 juillet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France, en tant que présidente de conférence des accords de paix de Paris, pour qu'ils puissent faire vivre les accords de paix? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que le peuple cambodgien? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On est face à un impuissant contre Hun Sen. Il fait ce qu'il veut. Donc, il viole les articles, il viole les accords de paix de Paris. Nous, on est impuissants. On est vraiment, on ne sait pas quoi faire. On manifeste, on fait tout ce qu'on peut faire, mais on n'a pas de résultats. Aujourd'hui, on est impuissant. Là, la question que tous les peuples cambodgiens, le monde entier pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Vaste sujet, mais c'est à peu près la même question qui se pose par rapport aux Nations Unies. On le voit très bien, dès lors qu'on veut voter une résolution, il y a 2 pays, maintenant c'est très clair, qui sont alliés, la Chine et la Russie, qui posent leur veto. Ce qui n'empêche qu'on peut avoir des votes en assemblée générale, qui eux sont majoritaires, ne sont pas nécessairement posés comme une résolution, comme un veto. Ça, c'est une chose. La difficulté de la base des accords de 1991, c'est qu'ils étaient fondés sur 16 ou 17 pays, parmi lesquels il en était un qui était la Russie, et en 91, la Russie a laissé faire le processus parce que l'URSS était en plein effondrement, il y a eu un concours de circonstances, et que si nous voulions remobiliser les accords de Paris, la France était coprésidente avec l'Indonésie de la tenue. Mais le processus a commencé au niveau international dès la fin des années 70, en plein régime Khmer Rouge. C'était un très très long processus et les choses se sont libérées en 91 précisément à cause de l'effondrement de l'URSS. Et si nous voulions les réviser, il faudrait convoquer l'ensemble des pays, 16 ou 17, partis à ces accords. Vous imaginez la position de la Russie. Donc je crois qu'aujourd'hui, même si ces accords donnent une base légale et de discussion, en termes d'application, il n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut reconstruire des nouvelles alliances. Il faut susciter... on parlait tout à l'heure de la FAO et de l'influence qu'en a la Chine à travers la présidence, mais pas que. Moi, on m'a informé de pillage massif des données de tous les paysans et agriculteurs dans le monde détenus par la FAO au profit de la Chine. C'est quelque chose dont on parle peu. Donc les instances traditionnelles, la Chine dit « Nous sommes présents dans les organisations et les instances des Nations Unies et nous pénétrons ces instances du fait de notre poids économique, démographique, en grande partie pour les bloquer. Et en parallèle, elle crée des organismes internationaux alternatifs avec, entre guillemets, ses alliés ou ses dépendants. Donc, en même temps qu'elle entre dans le système, à la fois pour le contrôler et en partie le détenir, mais aussi empêcher que celui-ci se retourne contre elle, elle développe sa propre organisation internationale des nations. Aujourd'hui, il y a une 60aine de nations qui participent à des réunions dont on parle très peu, mais qui créent une organisation. Je crois que là, ce n'est pas que l'enjeu du Cambodge, c'est l'enjeu de l'Europe, c'est l'enjeu des pays, ex-pays du Commonwealth, c'est l'enjeu peut-être de l'Inde, si à un moment elle décide vraiment de faire de véritables choix géopolitiques, c'est l'enjeu des États-Unis. Mais recréer ces logiques-là d'accords et d'alliances, comme je disais, au sein de l'Union européenne, à un moment, il faut trouver une majorité
une majorité quand vous avez, sur la question chinoise, quand vous avez 17 pays, pas tous membres de l'Union européenne, mais essentiellement qui passent des accords pro forma avec la Chine, eh bien, sur 27 pays, c'est gênant. Si, en revanche, on abaisse ce nombre et qu'on crée une autre majorité déjà au sein de l'Union européenne dans la perception et dans la relation avec la Chine, c'est-à-dire que la question de la démocratie, dont parlait Sam Rainsy, la question que moi je traduis en termes citoyens, parce que la démocratie, quand vous interrogez même un jeune Français aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux, il s'en fout complètement, il n'y croit pas. C'est la même chose aux États-Unis. La démocratie est le meilleur ou le moins pire des instruments, mais c'est un instrument. L'objectif, c'est quoi? C'est la liberté. Moi, je demande aux gens, est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu étais libre quand tu es sorti ce matin où tu allais faire un certain nombre de choses pour venir jusqu'à moi? Et là, il me dit, ah oui, j'ai de la liberté. Je n'ai pas toutes les libertés que je veux, mais le régime, le système, le fonctionnement politique m'autorise ça. Et je crois qu'il faut parler à la jeunesse cambodgienne de la liberté et surtout de celle qu'elle n'a pas. Bien sûr, la démocratie, et je suis d'accord avec Rainsy, les élections libres et non faussées, l'état de droit sont essentiels pour gérer ça. Mais c'est le problème, et je rencontre beaucoup les milieux américains, qui sont aussi bien républicains ou démocrates, aujourd'hui, leur grand discours, dire la démocratie. Mais c'est toujours compliqué. Même la démocratie américaine a du mal à gérer. J'ai vendez aux gens la liberté, l'esprit de la liberté. Et la démocratie est après l'instrument pour l'obtenir. C'est comme si je vous dis, je vous vends le moteur de la voiture qui va vous permettre de circuler. Le moteur, c'est formidable, c'est essentiel. Mais les moteurs, les gens ne savent pas, les trois quarts des gens, ce qu'il y a sous le capot, comment fonctionne le joint de culasse et l'explosion thermique ou électrique. Donc, ce genre de choses, je crois qu'il faut en venir à des paroles que les gens comprennent. Et ce qu'ils comprennent, c'est aussi ce dont ils sont privés. Alors, dire que la démocratie, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est la capacité d'enrichissement, oui, potentiellement, mais on voit bien que ce n'est pas nécessairement le résultat. La démocratie ne supprime pas les inégalités. En revanche, la question de la liberté entre un régime autocratique ou démocraturique, si on veut parler de démocrature, oui, la liberté, elle est là dans un cas, elle ne l'est pas dans l'autre. Et je pense qu'il y a aussi une pédagogie qui est nécessaire à l'intérieur de nos propres systèmes démocratiques, parce qu'on peut expliquer aux gens qu'on fait un vote sur les retraites, mais il n'y a pas eu de vote final des parlementaires. Et s'ils avaient voté pour la réforme, on aurait dit aussi que ce n'est pas démocratique. Donc le jeu des instances de la démocratie, dans leurs détails, c'est pire qu'un moteur élaboré de voiture. Donc c'est bien sûr à nous, les politiques, aux gens qui nous mobilisons pour faire que ce moteur fonctionne bien, qu'il soit préservé et le défendre, mais nous vendons la démocratie aux gens à travers la liberté ou la possibilité de liberté que ça leur offre. À mon avis, le discours est plus fort. Pour répondre plus concrètement à la question qu'est-ce qu'on peut faire, pour répondre plus concrètement à la question qu'est-ce qu'on peut faire, il faut voir les leviers concrets sur lesquels on peut travailler ou appuyer. Un des leviers, c'est la commission électorale. Eh bien, sans aborder des questions qu'on pourrait qualifier de métaphysiques, les gens savent ce qu'ils veulent. La population cambodgienne, la jeunesse cambodgienne, elle sait ce qu'elle veut. Si elle a les moyens de voter et que le bulletin de vote que chaque citoyen a glissé dans l'urne, si ce bulletin de vote est pris en compte correctement, il y a le changement. C'est une demande légitime donc d'avoir des élections qui reflètent la volonté populaire. Eh bien, pour obtenir cela, il faut une commission électorale plus ou moins indépendante. C'est bizarre, mais dans des pays autoritaires comme la Thaïlande, il y a une commission électorale qui est acceptée par tous les partis politiques, y compris par l'opposition. La preuve, l'opposition a gagné. Donc, il faut que la commission électorale en Thaïlande fonctionne relativement bien pour que l'opposition puisse gagner. En Birmanie,
L'opposition a gagné 2 fois de suite. L'opposition a gagné. Ça veut dire que la commission électorale, elle a fonctionné correctement. Et c'est le gouvernement qui porte plainte contre la commission électorale en accusant l'opposition de tricher. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a un mécanisme, on peut soutenir, donc c'est pas aller à l'encontre, attaquer le régime de Hun Sen, mais par des moyens plus techniques, diplomatiques, coopération, on veut s'assurer que la commission électorale soit indépendante. Un changement démocratique qui a eu lieu récemment, c'est la Malaisie. L'opposition a encore gagné. Donc, dans un pays où il y a une tradition d'élections, même les élections truquées, l'opposition a presque gagné. Si les élections avaient été plus honnêtes, l'opposition aurait déjà gagné en 2013. C'est ça qui rend Hun Sen, qui affole Hun Sen. Tout ce que fait Hun Sen actuellement, il montre qu'il a peur, parce qu'il y a un potentiel de vote contestataire tel qu'il doit prendre des mesures préventives. C'est l'emprisonnement, c'est les assassinats, c'est l'interdiction à l'opposition de participer aux élections, c'est continuer à manipuler la commission électorale. Vous voyez, donc c'est par ces leviers techniques et tout à fait légitimes que l'Occident pourrait aider le peuple cambodgien à déterminer son propre sort. Merci, Monsieur le Sénateur. Madame, Monsieur, oui, je voudrais ajouter quelques mots avec le président Samransi aussi, et beaucoup de choses que vous avez dit. Pour les choses pratiques, vous, les autres, l'Europe aussi, l'Occident, a essayé déjà depuis plusieurs années pour convaincre M. Hun Sen, mais il n'écoute rien. Nous pensons aussi qu'il faut encourager, aider, soutenir le peuple khmer à s'exprimer. Oui. On a tenté même ces derniers jours, là, le parti de Chandel voulait se manifester, mais ils interdisent, si vous voulez. Et il dit aussi tous les jours que le peuple khmer soutient son régime. Vous voyez? Parce que le peuple khmer reste silencieux. Si oui, il dit ça, prends ce prétexte-là. Le peuple khmer donne le soutien. Ils sont là, il n'y a pas de problème au Cambodge, pas de problème politique, etc. Oui, seulement les gens, un petit nombre de gens cambodgiens à l'étranger, là, etc. Mais au Cambodge, il n'y a pas de problème. Hein? Parce que le peuple est silencieux. Mais ils n'osent pas. Il faut les aider à pouvoir se manifester par millions, je dis. Quand ils se manifestent par un, quelques-uns, ils sont emprisonnés immédiatement. Mais s'ils se manifestent par millions partout dans tout le pays, non, ils ne peuvent pas, si vous voulez. Et je dis, j'ai écrit, j'ai envoyé tous les jours là, que si vous se manifestez par millions, pacifiquement, si vous voulez, pour s'exprimer, pour parler de votre désir, votre volonté. Simplement, les dictateurs, ils vont s'enfuir. Voilà. Donc, aider le peuple khmer à s'exprimer. Voilà la liberté, monsieur le sénateur, vous avez évoqué ça, la liberté de s'exprimer, de se manifester, de réunir, etc. Oui. Merci. Bref. Peut-être juste une petite chose. Il y a 9 jours exactement, 15 experts indépendants des Nations Unies ont publié un document qui relève, qui alarme sur les restrictions imposées aux droits des partis politiques de participer aux élections au Cambodge qui se dérouleront. Le rapport, j'ai des extraits, est remarquable. Je pense que sur la base de ces recommandations d'experts, il faut que nous interpellions, vous en tant que Cambodgiens, diaspora cambodgienne, formation politique, nous en tant que parlementaires, chacun des membres des pays de l'Union européenne, en disant, est-ce que vous allez considérer, est-ce que la demande d'observateurs qui est faite par le gouvernement cambodgien, parce que je suis désolé, j'aurai toujours 10 imbéciles parmi mes collègues qui iront faire du voyage touristique payé aux frais de M. Hun Sen,
Et quand je dis voyage touristique, je comprends y compris les logiques de compromat, parce que pour m'intéresser beaucoup aux déplacements historiques dans ces maisons, il y a quand même un jeu très habile joué par ces pays-là. Je crois qu'il faut cette interpellation. Il faut dire, voilà, maintenant, est-ce que M. Emmanuel Macron, vous avez évoqué, lorsque vous avez rencontré M. Hun Sen le 11 décembre dernier, le fait que la France pourrait aider à la tenue des élections, au regard du rapport qui vient d'être rendu par 15 experts, c'est il y a 9 jours, indépendants des Nations Unies, relevé dans le site des Nations Unies, donc les Nations Unies font quand même ces constatations. Est-ce que vous considérez que c'est des élections libres et non faussées qui vont se tenir? Est-ce que vous considérez qu'il faut continuer à donner un appui au régime de M. Hun Sen? Je pense que ce sont des actions, en tous les cas, qui ne vont pas transformer nécessairement les choses, mais que nous devons avoir pour exister, qu'il faut poser. Et voilà, à mon avis, c'est aussi ce type d'action, c'est notre responsabilité, nous, en tant que parlementaires. Et Rincy, tu disais tout à l'heure, je suis tout seul. J'ai commencé à me battre sur la question de la Chine quand je suis arrivé au Sénat il y a 12 ans. J'étais effectivement tout seul. J'avais 3 plaintes par semaine auprès des services du Quai d'Orsay sur mes positions, sur les déclarations, sur les posts que je mettais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est capable, comme c'est le cas avant-hier, de voter à l'unanimité au Sénat, très progressiste, une résolution contre le travail forcé des Ouïghours. On est capable de voter une résolution sur Taïwan il y a 1 an à l'unanimité. On est capable. Donc les parlementaires évoluent. Simplement, il faut les solliciter, les choses commencent à bouger, il y a de plus en plus de gens qui entendent et qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la réelle politique venue de leur exécutif et parfois même du fonctionnement interne de l'Union européenne et de ses logiques de négociation et de discussion. Ouvrir un traité Union européenne-ASEAN ou développer les traités, on ne demande pas aux pays membres leur accord. Donc il faut aussi, auprès de l'Union européenne, qui prétend vouloir développer maintenant des instruments, des politiques d'état de droit, des législations qu'elle n'avait pas, eh bien justement de se confronter à cette réalité qui, pour le coup, là, est posée par les experts des Nations Unies. Pardon. J'ai juste 2 mots. J'ai eu le message du peuple cambodgien, le monde entier. Il a porté d'espoir sur la France, car la France est le pays qui signe les accords de paix de Paris. Donc tout le peuple cambodgien attend la France pour qu'il exprime qu'est-ce que la France peut faire pour aider le peuple cambodgien, pour libérer le Cambodge. Voilà. J'ai aussi une lettre adressée à M. le Président Macron, donc je vais passer par M. André Gattolin. Je crois que je ne suis plus tout à fait en ordre de sainteté à l'Élysée après, à force de dire ce que je pense systématiquement sur les relations internationales et qui contrecarrent ou qui contredisent le point de vue du président. J'avoue que je ne deviendrai jamais diplomate dans ce pays. Je ne vais pas être nommé ambassadeur après mon retrait de la vie politique. Et je me retire précisément pour être encore plus libre. Et parce que, y compris quand on est parlementaire, il ne faut pas croire, quand vous voulez poser une question d'actualité au gouvernement, il faut que vous arriviez à convaincre tout votre groupe de l'opportunité de le faire et que tout soit inscrit. Je crois qu'on prête aux politiques énormément de pouvoir, ils ont une relative écoute. La France, il faut arrêter de fantasmer sur la France. La France refuse de jouer son rôle, et c'est très clair. Je le conteste, je le critique. Quand nous avons engagé des mesures de rétorsion, c'est moi qui suis allé voir la commissaire européenne, Madame Cecilia Malmström, à Bruxelles, pour la convaincre d'engager accountability, un rendu des comptes des accords, tout sauf les armes, qui a entraîné au bout de 2 ans la mise en place de sanctions partielles. Ce n'est pas le gouvernement français qui l'a demandé. Donc il faut nous battre, parce que c'est trop facile de la part des gouvernants. Le Cambodge est tout petit. Vous comprenez, il y a la guerre en Ukraine, et puis demain, il y aura le problème entre la Turquie et un autre pays.
Je crois que j'ai cessé d'avoir des illusions sur la capacité de la France d'intervenir là où elle a la capacité. Affronter le Cambodge, c'est quand même moins difficile que d'affronter la Russie ou la Chine sur le papier, ou même la Turquie. Donc je crois qu'il faut à un moment cesser de se bercer d'illusions. La France a accueilli ces accords, je pense de manière très opportune, parce qu'elle sentait qu'en 1991, le contexte géopolitique permettait de les ratifier. L'Indonésie est un acteur important qui pèse beaucoup plus. C'est-à-dire que la France est beaucoup plus inquiète d'une remarque venant du régime indonésien, pas simplement parce qu'il nous achète des Rafales ou d'autres armes, mais parce que c'est la puissance montante dans cette partie du monde. Elle sera, à la fin du siècle, on considère que ça sera la 5e puissance mondiale, si elle continue son développement tant démographique qu'économique. La France est beaucoup plus inquiète quand c'est l'Indonésie qui lui tire les oreilles sur quelque chose que quand ce sont ses parlementaires ou les représentants cambodgiens. C'est aussi ce jeu diplomatique dans lequel nous sommes tous obligés d'entrer de force et de contre-force et d'influence. Pour ça, je reviens d'Indonésie. J'ai eu des contacts. Je reviens d'Indonésie, j'ai des contacts là-bas. C'est plutôt encourageant, parce que l'Indonésie est la plus grande démocratie dans la région. Et l'Indonésie rêverait de jouer un rôle de leadership en faveur de la démocratie dans la région. Donc le contexte est plutôt favorable si la France et l'Indonésie, les deux anciennes coprésidentes, décident de rappeler, et la France l'a fait, en fait. C'est quelque chose de surprenant. Il y a quelques jours, le Quai d'Orsay a rappelé les accords de Paris. Je n'ai jamais entendu ça. Pendant 20 ans, la France a donné l'impression d'oublier les accords de Paris. Mais à l'occasion des mesures restrictives sur les élections, la France a dit, attention, c'est pas conforme aux accords de Paris. Donc il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui commence à bouger. Mais je voudrais vous demander, Madame Boisseau-Desrochers, quelle est votre opinion? C'est vous qui avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand vous avez entendu un certain nombre d'opinions ici, est-ce que vous pensez que nos opinions, nos désirs sont réalistes, sont faisables, ou c'est des pures chimères? En tout cas, je n'oserais pas les qualifier de chimères. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont dites, qui ont été échangées. Il y a un point sur lequel moi je me bats depuis 97, vraiment depuis la crise de 97, et un projet qui est dans mon ordinateur depuis à peu près cette époque-là, qui est d'établir un dialogue sérieux et ouvert, inclusif, sur ce qu'on entend par démocratie, justement. Parce que il y a quand même une question qui a complètement échappé à l'Union européenne après précisément la crise de 97, c'est la question de la culture politique. Et elle me semble pourtant centrale parce que l'Union européenne a véritablement déployé des efforts financiers, académiques, des rapports pour voir comment on pouvait aider ces pays à s'engager dans cette transition politique. Et ça a été vous vous souvenez de l'Asie du Sud-Est dans les années 99-2000, il y avait vraiment une réflexion. Et je dois dire que le peuple indonésien a été absolument remarquable depuis 25 ans pour ne jamais tomber sous les coups de butoir, je dirais, des sirènes extrémistes. Et je peux vous dire qu'elles sont bien organisées. Donc il y a quand même là quelque chose de remarquable qui mérite qu'on écoute Jokowi avec attention quand même, parce qu'il a quand même un discours très nuancé. Mais pour revenir à cette question, d'ailleurs, que j'avais ce projet que j'avais monté avec tous mes collègues d'Asie du Sud-Est, c'était de réfléchir à ce que eux d'abord comprenaient par le terme démocratie, et peut-être et de comprendre
qu'il y a vraiment des malentendus qui expliquent que l'Union européenne, qui impose des schémas, je dirais quasiment mécaniques, institutionnels, juridiques, etc., passe à côté de ce que vous appelez l'esprit de la démocratie. Et la liberté, c'est bien l'esprit de la démocratie. Et je pense qu'il faudrait déjà commencer peut-être aussi par réfléchir ensemble par ce qu'est la liberté, parce que à chaque fois qu'on évoque le sujet, on a des réponses très très différentes, et c'est évidemment ce qui a fait d'ailleurs le jeu de la Chine, qui a longtemps dit après les pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire que la Chine s'est coulée dans le discours de Lee Kuan Yew ou de Mahathir, qui date des années 90-91, je vous le rappelle quand même, sur les valeurs asiatiques, c'était que la première liberté, c'était la possibilité de sortir de la pauvreté. Et donc la croissance, et ça évidemment c'est un boulevard pour la Chine qui va dire que la démocratie introduit de l'instabilité, la démocratie introduit du court terme quand des projets ont besoin de long terme, etc. Donc je trouve que déjà, si vous voulez qu'on réfléchisse ensemble, nous permettrait à nous Européens, plutôt que de répéter en boucle nos affaires d'état de droit ou quoi, de comprendre les aspirations de chacun des peuples d'Asie du Sud-Est. Et ça nous permettrait d'avoir une action qui serait probablement plus efficace, mieux ciblée, et qui serait en raccord, si vous voulez, parce que pour l'instant, on ne fait que générer une énorme frustration. Enfin, on le voit en Birmanie, c'est dramatique ce qui se passe en Birmanie aujourd'hui, où on a véritablement une jeunesse qui s'est engagée militairement sur le terrain pour défendre cette liberté. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit il faudrait un retour à l'état de droit. Écoutez, oui. C'est beaucoup plus simple. Des vraies élections. Le rôle des partis politiques, c'est de présenter chacun une vision de la société, un modèle de gouvernement, quel type de dirigeant. N'entrons pas dans les détails, laissons la population choisir. Quel modèle de société, quel type de dirigeant souhaitez-vous avoir? Parce que chaque modèle est représenté par un parti politique. Alors laissons les gens décider, voter, choisir le parti politique. Ça, c'est vraiment la base. Ce n'est que le mécanisme, sans passer par les considérations plus spirituelles et métaphysiques. Je demande seulement ce droit pour chaque citoyen de choisir le parti politique ou le dirigeant que le peuple souhaite. Est-ce que c'est trop demandé? On est d'accord, comment on le met en œuvre? Si le régime l'empêche, je crois que ce que dit Madame Boisseau du Rocher, c'est quelque part quelque chose qui s'apparente, et moi sur lequel je réfléchis beaucoup, au narratif. C'est comment on tient un discours sur l'avenir. On peut dire, bien sûr, vous allez choisir, mais même en Occident, quand on choisit, même en France, on se rend compte que les forces politiques ne projettent plus rien. C'est-à-dire qu'on ne donne pas envie de cette démocratie. C'est terrible au fur et à mesure. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait un propos, alors qu'il y ait une rivalité pluraliste, organisée pour décider du fonctionnement, on est d'accord. Mais comment on l'impose, comment on le ramène? Et comment on fait en sorte que les États autoritaires, à Vilnius, j'ai vu des études d'opinion qui ont été réalisées par des chercheurs en sciences sociales, des baromètres, sur l'état de la démocratie en Russie. Le problème, je suis désolé de le dire, c'est pas simplement la dictature de Vladimir Poutine et de sa population. On a plus de 70% des gens qui veulent ce régime et qui considèrent qu'il n'est pas assez dur, parce qu'on a construit un nationalisme tel que les gens n'ont pas... leur seule volonté, c'est de protéger leur pays, leur âme. Et sur quelle base a-t-on créé cette âme? Qu'est-ce que ça va donner si le régime autoritaire de Hun Sen, avec la censure, la fin de l'éducation ouverte, quand il aura construit, comme ça s'est passé depuis 20 ans en Russie, une totale lobotomisation des esprits
et de la jeunesse, c'est pas quelque chose. Il peut même s'autoriser des élections aujourd'hui, Poutine. Il serait sûr d'être réélu très largement, même des élections libres. Non, ce qui n'est pas le cas de Hun Sen. On est d'accord. Mais regardez le cas de la Thaïlande. On ne discute pas en public qu'est-ce que c'est que la démocratie, ça sert à quoi? Non, les gens savent ce qu'ils veulent. Donnez-leur le choix. Ils choisissent le parti qui représente le plus leurs idéaux. D'accord. Je voulais faire une petite remarque. Quand vous discutez avec des touristes français qui reviennent du Cambodge, ils sont très contents, ils ont vu les temples d'Angkor et ils disent « Ah, mais c'est un pays très, très sûr, il y a beaucoup de sécurité ». Ils n'ont pas conscience que cette sécurité, elle est due à une dictature. Et voilà, ils rentrent avec plein de photos, ils reviendront au Cambodge. Voilà, parce que... Alors, quand vous parlez de prise de conscience, la prise de conscience des touristes français et des Français, parce qu'il y a quand même, j'ai regardé les chiffres là, il y a plus de 100 000 Français, entre 100 000 et 200 000 Français qui viennent chaque année au Cambodge. Et pour eux, c'est un pays sûr. Voilà, c'est la seule chose qu'ils retiennent. Ils n'ont pas conscience que c'est une dictature. Ils retiennent uniquement le mot sécurité. Oui, en fait, c'est plus une question de maman, parce que, comme elle ne maîtrise pas bien le français, elle m'a demandé de poser la question. Elle voulait savoir, par rapport à la position de la France, par rapport à Hun Sen. En fait, elle disait qu'il y a des pays qui le condamnent en tant que dictateur. Est-ce que la France condamne Hun Sen également en tant que dictateur, en fait? Voilà. Merci. Juste d'après ma petite expérience, quand j'ai par plusieurs fois interpellé le gouvernement, engagé des choses après ce que j'appelle un coup d'État institutionnel, celui de la Cour suprême en 2017 pour les élections de 2018, j'ai eu plutôt un soutien de la part des ministres. À l'époque, beaucoup moins du corps diplomatique. Je me rappelle que quand on a engagé les mesures de rétorsion sur les accords Tout sauf les armes, l'ambassadrice française à Phnom Penh est venue spécialement voir notre groupe d'amitié France-Cambodge pour nous dire que c'était pas bien. Et j'étais étonné de voir effectivement la plupart de mes collègues qui en étaient membres, à l'exception bien sûr de moi, mais de son président qui a introduit nos propos, Vincent Eblé, ils avaient exactement ce discours, mais c'est un beau pays. Mes collègues avaient un discours de touristes. C'est un pays du sourire, on a des liens, les temples d'Angkor, ce que disait Alain Mathieu-Dakis il y a 5 minutes, c'est malheureusement l'image qui est construite. Naturellement, comme on pense que dans l'aide au développement, le tourisme, développer le tourisme, ça fait partie des choses pour aider un pays, je crois qu'on a quelque chose à semer. Alors, si vous me demandez la position de la France aujourd'hui, je serais assez embêté parce que l'attitude qu'a eu Emmanuel Macron le 13 décembre dernier en recevant Hun Sen, à mon avis, je ne suis pas sûr que la majorité, je ne veux pas dire des Français, puisqu'ils sont assez peu sensibilisés ou informés, mais même dans le milieu diplomatique, c'est exactement comme son voyage en Chine. Il y a énormément de diplomates qui ne sont pas réputés pour être les personnes les plus progressistes et évolutives de la planète, moi, qui m'ont fait part de, je dirais, leurs préoccupations, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, pour ne pas dire leurs grandes inquiétudes quant à cette position. Je pense qu'après, il y a des jeux d'hommes politiques personnels dans des situations où on a envie d'être un grand joueur international pour laisser une place dans l'histoire, qui fait que parfois on peut décider de parler pendant des semaines avec Vladimir Poutine, même quand il n'y a plus rien à en tirer. Je me demande si cette dimension-là ne joue pas un peu dans l'attitude, à mon avis quand même très personnelle. Je ne dis pas que de l'autre côté il y a un engouement, mais des ministres de son gouvernement m'ont soutenu au moment où je soutenais le Cambodge il y a 5 ans. Et pourquoi aujourd'hui, alors je suis heureux et j'apprécie Madame Colonna parce que tout en étant une diplomate, elle prend des positions et les déclarations récentes du Quai face à l'interdiction du parti de la chandelle et montre finalement que peut-être que le Quai d'Orsay et les diplomates sont un peu comme les parlementaires français, c'est-à-dire qu'au fil du temps, ils sont en train d'évoluer, c'est très lent et que c'est plutôt
les organes décisionnaires in fine qui, eux, sont pris dans des enjeux qu'ils maîtrisent peut-être mal ou en tous les cas sur lesquels ils se trompent. Quand on l'a entendu évoquer avec Hun Sen le fait qu'il va suivre ces élections, enfin, moi, quand je l'écoutais, j'espérais qu'il mettrait en place une élection démocratique, enfin, qu'on surveillerait ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Je pense que je vais raconter quelque chose que je ne devrais peut-être pas raconter, mais comme je suis vice-présidente du groupe d'amitié, en plein été, en juillet dernier, un vice-ministre important de l'Intérieur vient à Paris avec d'autres parlementaires pour des raisons médicales et demande à visiter le Sénat et être reçu. Et je suis le seul. Donc je les reçois. Donc je pense que les services d'information cambodgiens sont pas si bons parce qu'ils n'ont pas tout à fait repéré qui j'étais. On fait le grand numéro, on me dit la France n'aime pas assez, le Cambodge, la France nous méprise, etc. Et je dis, mais vous avez quoi comme problème ? Il dit, le problème, c'est qu'il y a trop de délinquance dans le pays. Je dis, ah bon, il y a des délinquances mafieuses ? Il dit, non, on a de la délinquance politique. On a des gens qui perdent les élections et après, ils deviennent violents parce qu'ils ne sont pas élus. C'est le premier discours. Deuxième chose, je dis, mais enfin, la continuité, Hun Sen. Il dit, mais de toute façon, Hun Sen veut gagner l'élection pour immédiatement après les donner à son fils. Mais il n'a pas confiance d'envoyer seul son fils à cette élection par rapport à la situation. Donc ça montre bien que le pouvoir de Hun Sen est faible. Il a peur. Il a vraiment peur de cette élection parce que, encore sur lui-même, il peut passer comme un personnage qui appartient au paysage, au moins dans la moitié de la population cambodgienne. Quant au choix de désigner son fils, y compris dans ses alliés de l'armée, dans ses proches, il y a des gens quand même qui étaient sans doute plus proches du Vietnam que de la Chine. Je pense que les possibilités de dissension sont très fortes. Et le choix que fait Hun Sen en faisant ce nouveau coup d'État, en supprimant les élections, la tenue d'élections libres réelles, c'est simplement pour pouvoir, par la force et parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le faire, imposer son fils. Ce qui, à mon sens, traduit une grande faiblesse. Parce que s'il peut faire illusion auprès d'Emmanuel Macron parce qu'il est président pendant quelques mois, pendant un an de l'ASEAN, ça peut s'entendre. On veut parler à l'ASEAN, on voit son président. Après, ça dépend ce qu'on lui dit dans les relations franco-cambodgiennes. C'est là où c'est plus problématique. Mais pour le reste, je pense que le régime est fragile. Et sa force, et Sam Rainsy l'a très bien dit, c'est malheureusement la Chine qui investit. Demain, on ne négociera plus avec Hun Sen, on discutera avec Pékin pour savoir si on a le droit d'investir, de faire des plans de développement durable, de la transition écologique au Cambodge. Je ne parle même pas de retour à la démocratie. C'est ça, à mon avis, l'inquiétude. Bonjour, j'ai une question. Je suis là. Pourquoi M. Macron accepte d'être frère à M. Hun Sen, en sachant que c'est le président de la République française, pays de droits de l'homme et pays de démocratie? Dans le cadre de la rencontre avec Hun Sen, c'était clairement dans l'idée d'obtenir un soutien, sinon de tout l'ASEAN, mais au moins symboliquement de celui qui l'a présidé à cette époque, dans la condamnation de la guerre en Ukraine. Je pense malheureusement, et à la fois cette guerre qui est terrible a provoqué une sorte de réveil géopolitique de l'Europe et de ses dirigeants, mais par rapport à l'Europe, et qu'elle a effacé le reste de la géopolitique mondiale. On en revient toujours à cette question. Il y a plus de centres de recherche en France sur l'Europe et les relations bilatérales qu'il y a de centres de recherche sur les autres pays, à l'exclusion de la Chine et des États-Unis. Et ce manque
de connaissance et de développement, on est passé de franco-centriste à européocentriste. Mais malheureusement, au passage, on a oublié le passé de la France qu'il avait dans les relations et les devoirs et responsabilités qu'il avait à l'égard de pays comme le Cambodge. Je ne vous parlerai pas du Laos, que je connais très bien, où la situation est encore pire. Alors là, c'est le silence radio. Personne ne s'est situé sur une carte. Personne n'est capable de répondre à une question quand on interroge un ministre, même des Affaires étrangères, sur le Laos. Il est incapable de vous dire la population ou quels sont les vrais enjeux et ce qui s'y passe. Et en matière de sinisation ces dernières années, je crois que c'est un stade encore plus avancé que le Cambodge. Il suffit d'aller dans le sud du pays, à la limite d'ailleurs pas très loin du Cambodge, à Savanaket. Vous trouvez au milieu de rues en terre un centre commercial de luxe construit par les Chinois qui est vide, mais qui est une infrastructure qui est mise en place d'ores et déjà et qui était avec la gratuité des terrains. Donc oui, le problème, à mon avis, c'est ça, c'est-à-dire que focaliser dans l'idée des dirigeants français et européens qui travaillent à court terme parce que leur durée de vie en mandat, c'est 5 ans ou 10 ans. Alors pour Macron, c'est 10 ans, mais avec une absence de majorité. On a envie de faire des choses vite. Donc on regarde uniquement ce qui est à l'instant précis. La guerre en Ukraine, c'est certes très important, mais est-ce que ça doit faire oublier tous les autres grands enjeux géopolitique et de relations internationales? C'est beaucoup plus problématique à mon sens. Je voudrais poser une question à M. Emmanuel Véron, j'allais dire Macron. J'écoute avec attention M. Véron. J'ai le plaisir de le voir en chair en os après l'avoir écouté et entendu et vu très souvent à la télévision, et quand il apporte son expertise sur la guerre en Ukraine et la question des géopolitiques. Moi, je trouve que les Vietnamiens qui ont mis Hun Sen en place dans les années en 1979 doivent avoir aussi des réseaux d'influence au Cambodge. Hein, par exemple, j'ai appris avec beaucoup d'intérêt que la brigade 70, numéro 70 de Hun Sen, les troupes d'élite que Hun Sen utilise éventuellement pour faire la répression, est composée aussi des Chinois. Je présume que les Vietnamiens aussi ont les réseaux d'influence. Si ce n'est pas trop demandé à M. Véron, peut-être qu'un jour, s'il a le temps, d'étudier aussi l'influence vietnamienne et les réseaux d'influence des Vietnamiens au Cambodge, ce qui pourrait servir à nous, opposition cambodgienne, de jouer entre les deux, éventuellement. Merci monsieur, c'est gentil. Merci pour votre question et votre remarque. Deux points, je répondrai en deux temps, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. 2 temps. Le lien avec le Vietnam est évident et je crois qu'on peut faire l'articulation très nette. On a beaucoup parlé du PPC, on a parlé du PCC, donc côté Cambodge, côté chinois, mais il ne faut pas oublier bien évidemment la structuration du Vietnam par le Parti communiste vietnamien et alors je ne suis pas aussi connaisseur du Vietnam que je connais la Chine populaire, mais et ce partout dans les strates administratives, économiques, partout du territoire vietnamien, y compris dans sa diplomatie et a fortiori, si je puis dire, dans son environnement régional, c'est-à-dire dans ses impératifs stratégiques, ou en tout cas ses impératifs diplomatiques et géopolitiques riverains, donc avec l'ensemble des pays riverains, dont le Cambodge, et au regard de l'histoire du Parti communiste vietnamien. Ça, c'est le premier sujet. Donc l'articulation est forte. Et une petite incise sur la brigade 70 et l'articulation vietnamienne, il y a aussi bien évidemment de la formation militaire, des troupes plus ou moins de choc, de sécurité, etc., vietnamiennes, qui ont nourri, ou en tout cas qui ont alimenté l'environnement de Hun Sen sur ces sujets-là, sécuritaire, militaire, etc. Le deuxième sujet, c'est au regard du poids de la Chine en Asie aujourd'hui, et précisément du poids de la Chine en Asie du Sud-Est, y compris dans la relation, je quitte le Cambodge, je reviens sur le Vietnam, bilatérale sino-vietnamienne,
j'ai l'intuition, c'est un peu plus qu'une intuition, mais vous me confirmerez, que le Vietnam est débordé par les capacités chinoises. Le Vietnam est là, le Parti communiste vietnamien est débordé par les capacités du Parti communiste chinois, précisément au Cambodge, précisément dans les intérêts extrêmement forts, et on l'a dit, on l'a développé, on l'a analysé, chinois au Cambodge, et l'armature ou la mafia Hun Sen s'en trouve confortée, si je puis dire. Ce qui n'annule pas et n'évacue pas complètement la présence vietnamienne, la présence du parti vietnamien. Voilà. Mais en tout cas, je formule l'hypothèse, effectivement, d'un débordement par les capacités chinoises au profit même de Pékin, et qui d'ailleurs voyait son petit frère, comme ils disent, le Parti communiste vietnamien, comme étant un petit peu gênant dans la région.